Bonjour, je vous remercie d'être venus encore une fois nombreux pour cette dernière conférence de notre cycle consacré à l'histoire du tourisme à Paris. Pour vous donner l'actualité du comité d'histoire, il y a un cycle pour lequel mon collègue vous a distribué un prospect, une brochure. Une brochure pour le cycle que nous faisons donc avec les archives de Paris consacré à l'artisanat de luxe à Paris. Donc la première conférence a eu lieu, mais la deuxième aura lieu le 10 mars. Également, je vous signale que pour la Journée internationale des droits de la femme, nous organisons une conférence dont l'intitulé est Parisienne en métier d'homme, donc qui est consacrée aux femmes exerçant des métiers considérés comme masculins à Paris à la Belle Époque. Et cette conférence aura donc lieu le 8 mars à la salle Jean Musy de l'hôtel d'Albret, 31 rue des Francs-Bourgeois. Mais la réservation est obligatoire et le nombre de places est compté. Donc il ne reste que quelques places. Voilà, j'en viens à la conférence d'aujourd'hui. Donc pour cette dernière conférence, je suis très heureuse que nous puissions entendre Tyler Stovall, qui est professeur à l'Université de Californie à Santa Cruz, qui vient exprès pour nous, pour cette conférence, qui est doyen de la faculté de sciences humaines et qui a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de France, sur l'histoire du travail, sur l'histoire de la diaspora africaine, notamment un livre intitulé Paris Noir, African Americans in the City of Light, et un autre ouvrage consacré à Paris en 1919, qui se penche sur le monde ouvrier parisien en reconstruction, en refondation au lendemain de la Première Guerre mondiale dans un contexte particulier. Donc pour ces touristes noirs américains à Paris, c'est vraiment un grand spécialiste et donc je suis très heureuse encore une fois de pouvoir l'entendre. Il a aussi écrit dans l'ouvrage collectif le catalogue de l'exposition Bon Baiser de Paris sur ce thème des Noirs américains à Paris et je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Magnier. Merci, je voudrais remercier au comité d'histoire de la ville de Paris pour avoir organisé cette série de conférences et pour avoir organisé aussi cette magnifique exposition. C'est un très grand plaisir d'être ici et d'avoir l'opportunité d'exprimer mes propres pensées et mes propres réflexions sur l'histoire du tourisme noir américain à Paris, à la ville de Lumière, comme on dit chez nous. Alors, je voudrais commencer avec une anecdote personnelle. Quand j'étais invité l'été dernier à participer dans cette exposition et à contribuer à un article sur l'histoire du tourisme noir américain, à Paris, j'étais engagé moi-même comme touriste à Paris. Je suis voyagé avec ma femme, mon fils et deux autres familles. On a fait un grand voyage de 2 semaines à Paris, Londres et à Rome. Un voyage classique américain en Europe. Nous voilà à l'avenue de l'Opéra. Pardon, un moment. Ça c'est pas nous. Pour rembourser, un moment. Il y a toujours des problèmes techniques, mais... Voilà, c'est moi et ma... Non. C'est moi et ma femme. Assis à un café, café-restaurant avenue de l'Opéra. Mais en même temps, on a passé 5 jours à Paris. On a fait toutes les choses touristiques, y compris on a loué une voiture Ferrari aux Champs-Élysées pour se randonner un peu. C'était un grand cadeau pour mon fils qui a 15 ans maintenant. Mais en même temps, étant donné que je suis historien de la France, je ne pouvais pas venir à Paris sans profiter d'aller aux archives, de faire un peu de recherche, un peu de travail. Alors, cette double tâche d'aller à Paris, pour moi, c'était important, mais aussi c'était un peu caractéristique de la présence noire américaine à Paris, la présence noire américaine en France, parce que quand j'ai vu les images qui étaient incluses dans l'exposition sur le tourisme à Paris, les images sont des images des gens qui sont ici pour travailler, aussi que pour être touristes. Par exemple, ce sont des images des musiciens noirs dans un cabaret, des musiciens noirs qui sont venus à Paris pas pour être touristes, mais pour travailler enfin, pour être des performeurs musicaux.
Alors, il me semblait que c'était un aspect très important de l'histoire des touristes nord-américains en France. Le fait qu'ils sont venus souvent, pas pour être touristes, mais pour être enfin des travailleurs, pour être des travailleurs culturels dans les boîtes de nuit, dans les musées, dans les autres institutions françaises. Alors, c'est un aspect de faire plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est important parce que, au contraste avec beaucoup de touristes blancs américains, le tourisme nord-américain était sous-développé souvent parce que la grande majorité des Noirs-américains n'étaient pas assez riches. Ils n'avaient pas les moyens de faire des grands voyages, de grand tourisme, jusque très récemment. Et quand ils sont venus, quand ils avaient l'opportunité de franchir l'Atlantique pour venir en France, c'était plutôt comme des soldats, comme des musiciens, comme des gens comme ça. Et le tourisme, proprement dit, a développé après ces expériences dans le sillage de cette présence plutôt communautaire, par exemple, plutôt travailleur des Noirs américains à Paris. Peut-être vous avez vu le grand livre de Nancy Green sur les expatriés américains en France entre les deux guerres, mais c'est un livre qui souligne l'importance des intégrations, des échanges entre les touristes américains et les résidents américains, des expatriés qui se sont installés dans la capitale française. Je pense que cette intégration, cet échange, ce type d'échange est beaucoup plus important pour les Noirs américains parce que la présence d'une communauté noire, des expatriés en France était tellement importante, pas seulement pour faciliter les voyages, mais comme point d'attraction dans le premier lieu des Noirs américains. Autrement dit, pour les Noirs américains de visiter Paris, c'était important aussi de rencontrer des Noirs qui habitaient déjà ici, qui faisaient de Paris une espèce de ville noire, enfin. Donc, en analysant cette histoire, c'est très important de traiter la relation entre les résidents et les touristes. Pour les Noirs américains touristes, la présence de cette communauté, c'était comme un abri dans un monde menaçant. Pour la vie noire américaine en général, ils avaient souvent le sentiment d'être même des étrangers chez eux, même là où ils habitaient, surtout au début du XXe siècle. Chez eux, c'était un monde menaçant par le racisme, par la pression blanche. Et à cause de cela, c'était très, très important de trouver un abri, un espace où on se sentait vraiment chez eux. On se sentait à l'abri des menaces racistes, par exemple. L'idée qu'une partie de l'histoire noire américaine se faisait à Paris, au bord de la Seine, c'est une idée qui s'est développée au fur et à mesure quand la présence noire américaine s'est accrue en France. Et en plus, il faut dire que beaucoup des résidents, des expatriés noirs américains sont venus ici pour la première fois en touriste et puis ont décidé de rester comme membres de cette communauté noire américaine. En même temps, les résidents, parfois, ont profité du tourisme noir américain pour se maintenir, pour s'installer à Paris. Et c'est une idée que je vais traiter à la fin de mon discours. Dans cette analyse, alors, je vais considérer l'histoire de Paris comme l'histoire de 4 villes, enfin, ou au moins 4 visions noires américaines de la ville de Paris. Et les influences de ces visions diverses de la ville sur le tourisme. D'abord, il faut traiter le Paris traditionnel, c'est-à-dire le désir des touristes noirs américains de voir des monuments, des grands monuments de la ville, des curiosités classiques, le Tour Eiffel, le Louvre, la Bastille, même s'il n'existe plus, d'expériencer la culture classique française. En deuxième lieu, il faut parler de l'idée de Paris refuge du racisme, un Paris tolérant, un Paris non raciste, avec le contraste avec ce qui existait en même temps aux États-Unis. Une ville qui accueille la culture noire
est très favorable aux Noirs en général et surtout aux Noirs américains. En troisième lieu, je veux parler de Paris postcolonial. L'idée de Paris comme un site de plusieurs cultures, de gens de couleur, le Paris comme un carrefour entre les peuples de couleur de l'Afrique, des Antilles, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Un lieu de rencontre entre ces divers peuples. Et puis, en lieu final, l'idée de Paris noir. Paris comme site de la culture noire, pas seulement noire américaine, mais noire en général, et un carrefour aussi des diverses cultures noires. Paris, en bref, comme un héritage des Noirs américains, un site des héritages culturels noirs américains. Alors, bien que je vais procéder d'une façon quasiment chronologique, il faut dire que ces quatre visions de la ville ne sont pas arrangées dans un ordre strictement synchronique. Il y a des chevauchements entre eux. Il y a des périodes où on parlait en même temps de Paris noir, de Paris postcolonial, et aussi de Paris traditionnel. Mais en général, on peut parler de trois périodes distinctes. La première période qui commence avec le 19e siècle et qui dure jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est une période de tourisme d'élite, un tourisme de petite échelle. La deuxième période, c'est la période entre la Première Guerre mondiale et les années 60. La période des premières arrivées de masse des Noirs américains en France, les débuts du tourisme de masse, et une période d'établissement pour la première fois d'une idée d'une communauté expatriée des Noirs américains à Paris. Et en troisième lieu, on peut parler de la période de 1970, par exemple, à peu près, jusqu'au présent. La période de tourisme de masse et une période d'une réévaluation de l'idée de Paris chez les Noirs américains. En général, on peut dire que le tourisme noir américain à Paris n'a pour but pas seulement de voir la curiosité étrangère, mais aussi, et peut-être bien plus, la recherche d'une vision alternative et plus égalitaire de la vie moderne, et surtout une vision plus alternative et plus égalitaire de la vie américaine dans l'époque moderne. C'est une recherche pour une vision alternative de l'Amérique, par exemple, qu'on trouve paradoxalement en s'expatriant vers Paris. Alors, je vais commencer avec cette période traditionnelle. On va descendre dans le temps. Au 19e siècle, il y avait beaucoup de Noirs américains qui ont visité la capitale française pour plusieurs raisons, mais surtout en tant que touristes, artistes et aussi étudiants. La première vague des touristes noirs américains qui sont venus à Paris, il s'agit de la jeunesse créole de Nouvelle-Orléans. C'était une jeunesse de l'élite de la ville qui était francophone, avait pris l'habitude de venir en France, ou mieux dit d'envoyer leur fils, pas leur fille, mais leur fils en France, pour s'instruire dans les universités américaines, universités françaises. Parce que les universités françaises étaient bien sûr francophones, mais aussi parce qu'il y avait des strictes limites sur l'habilité des Noirs américains, même en Nouvelle-Orléans, de poursuivre des études avancées. À l'époque, par exemple, c'était interdit aux esclaves américains d'apprendre comment écrire, par exemple, comment lire ou écrire, parce que c'était dangereux pour la préservation de l'institution d'esclavage. Dans ce contexte, la possibilité d'aller en France pour suivre des études universitaires était très précieuse et aussi très réservée à une élite francophone dans la ville de Nouvelle-Orléans. Par exemple, il y avait aussi des groupes de musiciens qui sont allés en France pour faire des spectacles. Par exemple, c'est un groupe de l'université de Fisk, une des grandes universités noires américaines, qui s'appelait le Fisk University Singers, les chanteurs de l'université de Fisk, qui a fait une tournée musicale en Europe aux années 1880.
un exemple de ces musiciens noirs qui sont venus, ces étudiants noirs qui sont venus en France, c'était Edmond Dédé, qui était de Nouvelle-Orléans, d'une famille d'origine des réfugiés haïtiens de la Révolution de Saint-Domingue, qui s'était installé en Nouvelle-Orléans. Et en 1857, il est venu en France pour faire des études à le Conservatoire de musique à Paris. Il est après ça devenu un musicien et il a dirigé des orchestres à Bordeaux, par exemple, et à Paris, avant de revenir à la fin de sa vie à Nouvelle-Orléans. C'était un des premiers musiciens classiques noirs américains. Et il fallait faire des études en France pour être accepté dans le milieu classique, de musique classique. Il y avait aussi des visites par des leaders, des chefs politiques et culturels. Par exemple, ça c'est Frederick Douglass. Il est né en esclavage avant d'écrire son mémoire sur le période d'esclavage. Il est devenu un grand orateur pour la cause abolitionniste aux États-Unis avant de devenir un grand homme des affaires et de politique à la fin de sa vie, à la fin du 19e siècle. Il est venu en France vers la fin des années 1880 et il a fait une randonnée touristique autour du pays. Il était très impressionné, pas seulement par Paris, mais aussi par Marseille, parce qu'il s'est installé à Marseille pour la possibilité de voir l'Afrique pour la première fois. Il a pris position à bord de la Méditerranée en regardant au sud vers l'Afrique. C'était la première expérience qu'il avait eue de faire contact avec le continent ancestral. Il y avait aussi Booker T. Washington, un grand chef de politique à la fin du 19e siècle, qui lui aussi a fait un voyage touristique en France et en Europe, en Allemagne et en Angleterre à la fin du 19e siècle. Et il était très impressionné par la qualité de vie française, par la qualité passionnante des Français par rapport à ce qui existait aux États-Unis, mais il jugeait trop un peu émotionnel pour un Américain. Il valait mieux revenir aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé quand on est venu en France? On a cherché, on a trouvé l'art et la culture classique, les musées avant tous, aussi les grands monuments comme le Tour Eiffel. On a trouvé aussi la vie moderne de la capitale, la vie un peu, comment dire, sexy par exemple. Et pour les femmes noires, c'était surtout comme les femmes blanches, la recherche de la mode. La haute couture parisienne, on cherchait d'acheter des robes pour rapporter aux États-Unis, par exemple. Mais en-delà de ça, on cherchait aussi les modes de vie traditionnels. Les déjeuners de 3 heures, par exemple. Un monde moins rapide qu'aux États-Unis, les rythmes journaliers, par exemple, les plaisirs intellectuels, les plaisirs de conversation, des choses comme ça, et surtout aussi, bien sûr, la vie intellectuelle. En bref, on cherchait la civilisation occidentale, qui était pour les Noirs très, très difficile à aborder aux États-Unis. Les institutions universitaires s'étaient sous-développées aux États-Unis pour une institution, une université noire. Les opportunités d'étudier les grands classiques étaient très limitées. L'opportunité d'entendre même la musique classique était souvent réservée aux Blancs chez eux. Alors c'était une façon de franchir pas seulement l'Atlantique, mais aussi la barrière de couleur, qui motivait beaucoup de gens de venir en France. Le voyage en France, c'était un moyen de prouver que les Noirs étaient autant civilisés que les Blancs, qu'ils avaient autant de goût pour la haute civilisation qui était représentée par Paris et la France en général. Mais les choses ont vite changé avec la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une affiche de recrutement pour les soldats noirs pendant la Première Guerre mondiale. Voir la figure de Lincoln, le libérateur des esclaves pendant la guerre de sécession américaine.
qui surveillaient sur cette présence des Noirs américains en bataille avec les soldats allemands. En général, c'était un peu compliqué parce que pour beaucoup de militaires américains, l'idée d'armer les Noirs et les envoyer en bataille en lui disant de fusiller les Blancs, c'était pas normal. Et beaucoup l'armée américaine en général était très hostile à l'idée d'armer les Noirs, les recruter dans l'armée américaine. D'autant plus parce que pour les militaires américains, d'être soldat américain était un symbole d'honneur pour lequel les Noirs ne méritaient pas. Alors, il y avait beaucoup de résistance, mais étant donné les besoins de guerre, et étant donné surtout les désirs des Français de recruter autant de soldats que possible, il y avait en fin de compte 200 000 soldats noirs américains qui sont allés en France. Il y avait 2 millions qui étaient construits dans l'armée américaine pendant la guerre, mais un dixième d'eux avaient l'opportunité de traverser la mer et de venir en France. C'était la première grande migration des Noirs américains au-delà des États-Unis dans l'histoire noire américaine. Et c'était une migration militaire pour 2 ans, entre 1917 et 1919. Et quand ils sont arrivés en France, ils ont découvert un monde tout à fait différent de ce qu'ils avaient connu chez eux. La grande majorité des Noirs américains à cette époque habitaient dans le sud des États-Unis, 90% habitaient dans le sud, dans un sud à l'époque très très raciste, où les contacts entre Noirs et Blancs étaient très très surveillés, très contrôlés, et même très dangereux. Surtout les contacts entre les hommes noirs et les femmes blanches étaient très très dangereux pour les Noirs. Alors ils avaient l'habitude, parce que quasiment tous les Noirs américains avaient l'habitude d'être très méfiants à propos des Noirs, de ne pas attendre que de mauvais traitements, que de regards hostiles. Alors, à cause de cela, ils étaient très étonnés de venir dans un pays blanc où les gens étaient accueillants, gentils et heureux de les voir, qui les accueillaient dans les petits villages français, qui les traitaient comme des Américains ordinaires, comme des Américains comme les autres. Ils n'avaient jamais dans leur vie éprouvé une expérience comme ça. Ils étaient très émerveillés par ça. Ils ont souvent fait la conclusion que la France était un pays sans racisme, un pays très gentil, très ouvert aux Noirs et ouvert à la culture noire. Il y avait bien sûr des autres raisons pour ça, bien sûr les besoins de la guerre. Mais quand ils sont arrivés pour la plupart en 1918, ils ont trouvé un monde qui était très difficile à comprendre, étant donné l'expérience dans le passé, dans les États-Unis. Alors, ils ont conclu que France était un paradis pour les Noirs, et surtout Paris. Paris, c'était paradis, enfin. Un paradis pour les Noirs, pour la culture noire. Avec leur présence, ils ont introduit aussi la musique de jazz en France pour la première fois, en 1917-1918. Il y avait un chef d'orchestre, James Reese Europe, il est montré là-bas. Il a organisé un détachement militaire des soldats de New York, de Harlem, qui étaient aussi des musiciens. Ils ont fait un orchestre de jazz, ils ont fait une grande tournée en France en 1918, à Paris, mais aussi dans beaucoup de petits villages et beaucoup de régions, pour introduire pour la première fois enfin cette nouvelle musique aux Français en France. Et c'est une musique qui est devenue très vite très très populaire en France. Après la guerre, il y avait la grande vogue de jazz dans les années folles. Et il y avait un grand besoin pour les musiciens, et surtout pour les musiciens noirs américains, parce qu'à l'époque, on a été convaincus que pour jouer du jazz, il fallait être noir, enfin, que le jazz était de musique noire. Il y a même des musiciens français qui ont essayé de jouer du jazz, mais il fallait se peindre comme noir pour être accepté dans les boîtes de nuit. Mais il y avait
autour des autres débuts du tourisme, voilà, ça c'est un défilé des mères noires qui ont perdu des fils dans la guerre en France. Ils s'appelaient les mères de l'Étoile noire. Et alors, pendant les années 20, le gouvernement américain a organisé les voyages en France de ces mères, des mères qui ont perdu des fils, dont le fils était resté dans le cimetière français. Mais des voyages ont été ségrégés. Dans les bateaux, les mères blanches ont été divisées des mères noires, enfin. Et ça, c'est un groupe de mères noires qui sont arrivés en France pour trouver ce qui restait de leur fils. Mais quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient accueillis par des musiciens noirs qui habitaient dans la ville, qui étaient très conscients de traitements discriminatoires qu'ils ont approuvés à propos des autorités américaines. Ils voulaient insister sur leur droit d'être accueillis, honorés en France, comme des familles qui ont contribué à la lutte américaine en France. Voilà une affiche célèbre sur un jazz band de Paul Colin, qui a été très célèbre pour ses affiches de Josephine Baker. Et ça représente à l'époque les idées sur le jazz, à la fois une musique primitive, mais aussi une musique moderne, hyper moderne pour l'époque. Il y a des symboles de gratte-ciel et aussi des représentations d'industrie. Pour les Français, la musique de jazz était à la fois américaine et africaine. C'était à la fois une musique primitive et une musique hyper moderne. Et pour les Noirs américains, et donc les Noirs américains étaient aussi le symbole de ce mélange de primitivisme et de modernité. Et à cause de cela, à cause de leur double position dans l'imaginaire français, ils étaient très populaires. Et la musique qu'ils représentaient était très populaire et très rentable aussi. Était très profitable d'être un musicien noir à Paris dans les années 20. Voilà Josephine Baker, qui a fait un grand succès dans la revue Nègre à la fin de 1925. Elle avait 17 ans à l'époque, elle était très jeune, mais elle avait déjà beaucoup d'expérience dans les cabarets à Chicago et New York. Et quand elle est venue en France, c'était un succès de scandale. Du même temps qu'a éprouvé Igor Stravinsky il y a une génération en temps avec le Sacre du Printemps à Paris. C'était un succès de scandale parce que tout le monde n'était pas du tout favorable à sa performance. Il y avait des gens qui disaient que c'était une question de primitivisme, c'était une question de bestialité même, mais pour la majorité des Français, c'était très populaire. Et Josephine Baker est devenue un symbole de la réussite, du succès noir américain en France, de ce qui était possible, beaucoup plus possible en France à l'époque qu'aux États-Unis même. Alors, avec ça, c'est créé la première communauté noire américaine expatriée à Paris. Voilà une autre fiche de Paul Colin pour la revue Nègre. Ça, c'est l'exemple d'un orchestre des Noirs américains dans une boîte de nuit de jazz à Montmartre. Il s'appelait Zellys. Et il y avait une centaine à peu près de musiciens noirs qui ont joué dans ces clubs, boîtes de nuit, toute la nuit. Le repas favorable, c'était le petit déjeuner, parce qu'on a terminé la soirée avec un petit déjeuner américain, bien sûr. et c'était un symbole de Paris fêtard, enfin, Paris en fête. Et les Noirs étaient le symbole de cet aspect de fête de la nuit. Mais pour les Noirs touristes, ils sont arrivés, ils sont vite rendus compte du fait qu'on peut aller à des boîtes de nuit, on pouvait être fêté comme des Noirs, mais si on cherchait du travail, il faut savoir comment jouer du jazz. Alors, par exemple, il y avait un des plus grands écrivains américains. Voilà, un moment.
Langston Hughes, qui est arrivé à Paris en 1924 pour voir la curiosité, pour faire le tourisme classique à Paris. Et là, il est arrivé avec $8 dans sa poche. Et il s'est vite rendu compte du fait que $8 même à Paris ne dure pas longtemps. Alors, il a décidé de chercher un travail, mais il a été conseillé par les musiciens noirs que si tu peux jouer du jazz, alors tu peux te débrouiller à Paris, sinon, alors il faut apprendre. Alors, il a pris un job, une toute petite position comme serveur dans une boîte de nuit de jazz, Bricktops, qui était dirigée par une femme qui était devenue très célèbre. Je vais chercher son photo. Non, dans l'autre sens. Bricktops. Elle est venue en France à la fin de 24 pour créer son propre boîte de nuit de jazz, qui est devenue très, très célèbre tout au long des années entre les deux guerres. Elle était la reine de la nuit montmartroise, enfin. Il a accueilli des gens célèbres, des princes de Pays de Galles, par exemple, des grands vedettes américains, des grands vedettes de cinéma. Mais c'est là où Langston Hughes a travaillé, parce qu'il n'était qu'un touriste américain, un noir américain, et pas un musicien de jazz. Et c'était une version sociologique très intéressante, parce que Hughes était issu d'une famille pas bourgeoise, mais définitivement de classe moyenne, des noirs de classe moyenne pour lesquels le jazz était la musique du diable, n'était pas du tout accepté dans les milieux respecté. Mais là, il était un grand poète déjà, en travaillant pour les musiciens de jazz. C'était une version sociologique qui n'était pas du tout acceptable à l'époque aux États-Unis. Des autres écrivains sont venus en France aussi pour goûter les plaisirs de la capitale. Ça, c'est un écrivain qui s'appelle Claude McKay, qui est venu au début des années 20, après un passage à l'Union soviétique, parce qu'il était très inspiré du marxisme à l'époque. Il voulait voir la révolution en marche, mais il était très vite déçu de cette expérience-là. Il est revenu pour s'installer en France pour une période. Claude McKay était très intéressant, d'orientation marxiste, un poète, un très grand poète de Harlem Renaissance à l'époque, mais qui, à l'encontre de beaucoup d'autres Noirs américains, n'était pas convaincu que les Français étaient autant non racistes, qui étaient tellement généreux pour les Noirs. Il croyait que c'était plutôt un cas d'exotisme, par exemple, même d'impérialisme culturel, que les Français ont montré à propos des Noirs. Après plusieurs années à Paris, elle a décidé de quitter la ville parce que c'était devenu le mode à l'époque pour tous les grands écrivains de New York, noirs américains, des grands écrivains de Harlem Renaissance, de passer leurs étés à Paris. Il voulait échapper, les mêmes gens qu'il a fui à New York pour échapper. Il fallait cette fois quitter Paris pour les échapper. Et il s'est réfugié à Massé. Là, il a travaillé avec les dockers noirs du port de Marseille. Il a écrit un roman très célèbre, Banjo, qui a pris pour titre un instrument de musique très typique de la culture noire, le banjo, et qui souligne sa foi dans la vie culturelle noire. C'était un livre qui était très important pour le mouvement qui s'appelait Négritude. Aux années 30, c'était très vite traduit en français, par exemple. Il a profondément influencé des gens comme Aimé Césaire et Léopold Senghor, et beaucoup de Noirs français qui cherchaient pour une culture noire globale, et l'ont trouvé comme référence. Alors ça, c'était pendant les entre-deux-guerres. Ça, c'était la période classique de la communauté noire. Et une période où il n'y avait toujours pas beaucoup de touristes dans la ville noire américaine, dans la ville de l'Amérique noire. Ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une nouvelle communauté expatriée qui a été créée par des écrivains comme Richard Wright, montré là-bas, et James Baldwin, au bord de la Seine. Ils ont changé de quartier, par exemple. Maintenant, c'était le quartier latin,
et Saint-Germain-des-Prés au lieu de Montmartre, des entre-deux-guerres, qui est devenu le site privilégié des Noirs expatriés en France. Mais c'était aussi la période du début d'un nouveau tourisme, un tourisme de masse, y compris un tourisme de masse noir américain à Paris, pour plusieurs raisons. C'était une période de prospérité aux États-Unis, y compris la prospérité pour les Noirs. L'influence du mouvement pour les droits civiques a créé une nouvelle classe moyenne, surtout des fonctionnaires, qui avaient des budgets assez suffisants pour permettre de voyager outre-Atlantique. Il y avait aussi les débuts des compagnies aériennes de masse et des voyages aériens transatlantiques qui étaient pour la première fois abordables pour les gens de la classe moyenne. Alors, on pouvait avec beaucoup plus de facilité prendre un avion pour traverser l'Atlantique de New York à Paris, par exemple. Ce qui a ouvert une nouvelle perspective et des nouvelles possibilités de tourisme à la classe moyenne noire. Alors, on commence à voir des touristes venir des États-Unis, des touristes noirs américains pour visiter la ville, mais aussi pour visiter des écrivains en exil, qui sont devenus des écrivains très importants pour la littérature noire américaine. On disait que, par exemple, aux années 50, la capitale de la littérature noire américaine se trouvait à Paris. Richard Wright était le plus célèbre écrivain noir américain. Et s'il était le roi, alors James Baldwin était le prince en un temps. Alors c'était une nouvelle géographie et aussi une nouvelle vague de musique qui a amené beaucoup de Noirs américains de traverser l'Atlantique pour visiter Paris. Mais c'était une ville différente. Voilà un accueil de Louis Armstrong à Paris. Il y avait une tradition de jazz bands d'aller dans les gares pour accueillir des musiciens célèbres. On peut le voir dans le train là-bas, en saluant ses fans français. C'est un jazz band français qui est allé à la gare du Nord, je crois, pour l'accueillir à Paris. Il y avait beaucoup, dans ces années, il y avait beaucoup de musiciens qui étaient en visite à Paris, qui n'habitaient pas à Paris, mais qui sont visités pour jouer dans les festivals musicaux, par exemple, dans les étés, et pour faire des concerts avant de revenir aux États-Unis. Alors, avec ce tourisme de masse, il y a un phénomène de nouvelle série de rencontres entre les Noirs américains expatriés et les touristes. Il y avait un film au début des années 60 qui s'appelait Paris Blues, les blues de Paris, qui traite un Noir américain musicien joué par Sidney Poitier. Mais aussi, et sa rencontre, sa liaison d'amour avec Diane Carroll, qui joue un touriste noir américain. Et c'est un film très intéressant parce que c'était créé, je crois, en 64-65, quand le mouvement pour les droits civiques était très important. Et dans un scène très intéressant, Diane Carroll reproche à Sidney Poitier de rester à Paris. Parce que dans son avis, c'est une évasion de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et il l'accuse d'avoir resté dans un exil parisien confortable au lieu de s'engager de la lutte pour son peuple, pour les droits civiques. Et il y avait d'autres exemples de ces aspects de conversation, même conflit. Par exemple, il y avait une toute petite industrie touristique d'aller chercher le Richard Wright dans ses cafés préférés, par exemple, surtout le café Le Tournon, dans la rue du Tournon en quartier latin. Au début, c'était des gens qui voulaient admirer l'œuvre de Richard Wright. Mais par la fin de sa vie, il meurt à la fin des années 50, il y avait des autres gens, surtout des étudiants noirs, des étudiants des universités noires, qui sont venus à Paris pour le critiquer, pour avoir resté à Paris, au lieu de se repatrier aux États-Unis, pour s'engager dans la lutte pour les droits civiques. C'était la décision de James Baldwin, par exemple, sur l'influence des
des critiques comme ça, de quitter Paris pour repatrier aux États-Unis, pour être militant dans le mouvement pour les droits civiques. En même temps que ça, et ça représente un peu une crise de l'idée de Paris refuge de racisme. Aussi la crise de la guerre d'Algérie, qui a été éprouvée par beaucoup de Noirs américains. Mais en même temps, on commence à voir l'établissement des institutions noires à Paris. Voilà, c'est un restaurant américain, noir américain, qui était très célèbre à l'époque, qui a été installé à 49, qui a duré jusqu'à il y a 2-3 ans, je crois. Restaurant Haynes. Comment? Ah ouais, c'est vrai? OK. Je l'ai vu, monsieur. Enfin, il est mort il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mais... Oui, c'est lui, enfin, en arrière. Oui, c'est Leroy Haynes. Et après sa mort, le restaurant a été continué par sa femme pour longtemps, mais enfin, elle l'avait abandonné. C'est lui avec un musicien noir très célèbre, Cab Calloway, qui était en visite là. Et c'était devenu un lieu de rencontre pour beaucoup de touristes noirs américains qui sont venus en France. C'était le premier restaurant en France de servir de cuisine noire américaine, par exemple. Le poulet frites, des choses comme ça, le barbecue, des choses comme ça. Alors, si on se trouvait à Paris et on avait un goût pour une cuisine traditionnelle, on se dirigeait vers chez Haynes, dans le 9e arrondissement, rue Claudel, quoi. Clausel, oui, c'est ça. Voilà une photo des expatriés américains en général, des littérateurs à la fin des années 50. Mais c'est très intéressant parce que le noir là, il s'appelle William Gardner Smith. C'était un journaliste pour Agence France Presse qui était installé en France depuis longtemps. Il faisait partie d'une communauté des Noirs américains expatriés. Mais il était aussi très intéressant parce que c'était un des premiers Noirs américains de se rendre compte du fait que Paris, c'était une ville postcoloniale, avec une grande population postcoloniale. Et en particulier, il s'est engagé dans la lutte pour l'Algérie indépendante. Et il a écrit un livre, je crois que, oui, le Stoneface, le visage de Pierre. Le titre, il a emprunté à Jean-Paul Sartre, par exemple, qui indique l'inhumanité raciale d'un homme à l'autre. Mais il a décrit dans ce mouvement, dans ce roman, son expérience comme un noir américain qui est venu à Paris pour la première fois et qui était ravi de trouver un pays non raciste. Mais de peu à peu, il a trouvé qu'il y avait des autres couches de société opprimées. C'était les Algériens en France. Les Algériens étaient des vrais nègres de la France. Et lui, en venant en France, il est devenu blanc, enfin. Et il s'est rendu compte de ce fait, mais aussi il a reporté à la fin de ce livre sur le massacre de 17 octobre 1961. Il était là, dans la rue, le même soir. Et c'est intéressant parce que c'est un livre qui n'était jamais traduit en français, mais c'est un des très peu témoignages directs de cette soirée, enfin. Et pour lui, c'est un grand tournant. Après ce qu'il a vu, cette soirée, et je vais vous montrer les images du massacre des Algériens, il ne pouvait plus croire dans le mythe de Paris refuge de racisme, parce que c'était clair que pour les Algériens, le Paris n'était point un refuge de racisme. Et il fallait retourner aux États-Unis pour se militer dans le mouvement pour les droits civiques, au lieu de rester en France dans une illusion de Paris antiraciste. Pour beaucoup de Noirs américains qui sont venus en France dans ces années, ils étaient souvent très étonnés de voir qu'il y avait des Noirs en France, qu'il y avait des gens de couleur en France, parce que pour eux, la France était un pays blanc, un pays européen. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont éprouvé un mélange d'intérêt, mais aussi de souci de voir la position des gens de couleur
dans la société française. Beaucoup de gens ont commenté, par exemple, sur les perspectives des balayeurs qui étaient toujours des hommes noirs dans les rues de Paris. Ils ont conçu que même à Paris, il y a des gens noirs qui sont dans les couches sociales assez opprimées. Mais en même temps, c'était passionnant pour beaucoup de gens de voir qu'il y avait des cultures différentes à Paris, qu'il y avait vraiment un Paris postcolonial. Ça a commencé bien avant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est aux années 30, par exemple. C'était un club très célèbre, club antillais qui s'appelait le Bal Nègre. C'était très intéressant, très important pour les musiciens antillais de Martinique et Guadeloupe qui ont joué des concerts. Et c'était très populaire chez les touristes noirs américains aussi, de visiter. Mais ils étaient souvent très étonnés de voir que les Noirs qui parlaient français, qui ne parlaient pas anglais, et qui n'étaient pas américains, mais français aussi. Et cette idée qu'il y a des Noirs qui n'étaient pas américains était souvent très étonnant pour les Noirs américains. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont assisté à l'exposition coloniale internationale en 1931. Et pour beaucoup de gens, c'était une vision de l'Afrique d'aller à l'exposition parce qu'il y avait des expositions africaines à l'expo. Et beaucoup de Noirs américains ont en réalité vu des Africains, des vrais Africains pour la première fois. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour la plupart d'aller en Afrique. À l'époque, les seuls Noirs américains qui ont visité d'une façon régulière le continent ancestral étaient des missionnaires, des travailleurs religieux qui travaillaient chez les populations américaines. Mais pour les autres, l'Afrique était très lointain. Mais à Paris, on pouvait enfin découvrir l'Afrique, protéger l'Afrique. C'était surtout le cas avec des artistes noirs américains qui ont pris des sujets sur des Africains qu'ils ont vus dans l'exposition. Mais aussi, il y avait des autres visions de Paris comme ville postcoloniale. Le Paris d'islam, par exemple, le Paris d'immigration algérienne et arabe. Le Paris africain, le Paris des femmes africaines, le Paris des quartiers comme Barbès-Rochechouart, par exemple, ou rue des Poissonniers, des lieux comme ça. Et aussi le Paris antillais, des fêtes antillais. Tout ça, beaucoup des Américains ont vu. Ils ont entendu le hip-hop français, par exemple, sans le comprendre, bien sûr. Mais ils l'ont entendu. Ils ont bien aperçu le fait que Paris était aussi une ville multiculturelle. Bien comme beaucoup des villes américaines, par exemple. On pouvait aller à Paris et on pouvait s'entourer avec des gens de couleur. On pouvait dîner dans des restaurants entiers, par exemple, goûter la cuisine africaine, assister à un spectacle nord-africain, des choses comme ça. Alors, Paris était vraiment un carrefour du monde. Ce n'était pas seulement un site de civilisation classique européenne, mais le Paris moderne était aussi un site de tourisme de couleur. Et avec ça, on a commencé à voir des touristes noirs américains s'intéressent pour des autres raisons à Paris. Il y avait des gens qui voulaient que, bon, je ne veux pas quitter les États-Unis pour aller dans un autre pays blanc. Je préfère d'aller en Afrique, je préfère d'aller au Brésil, je peux avant tout d'aller aux Antilles, par exemple, aux Antilles anglophones, par exemple, Jamaïque, des lieux comme ça. Mais on peut, à ce côté, ranger aussi Paris comme une ville pas tellement blanche. Une ville avec beaucoup de gens de couleur, enfin beaucoup d'aspects de culture des gens de couleur. Avec ça, on a commencé dès la fin du XXe siècle à assister au développement d'une présence touristique noire américaine qui était organisée par les résidents noirs américains dans la capitale. Ça, c'est une femme, Patricia LaPlante Collins, qui est originaire de Géorgie, d'Atlanta, qui a épousé un Français et s'installé en France, et qui a décidé, vers la fin des années 1990, d'organiser une série de salons pour les touristes, y compris, mais pas seulement les touristes nord-américains à Paris. Alors, chaque dimanche, elle avait l'habitude d'ouvrir son appartement, sa maison,
à des visiteurs de faire des conférences, de faire un repas, servir des boissons et de faciliter les conversations. Elle est devenue le grand doyen de la communauté noire américaine, comme on dit, le Oprah Winfrey à Paris, par exemple, à Paris. Une grande femme salonnière, enfin. Et pour elle, elle a publié ses efforts par l'Internet. L'Internet, même comme les innovations de transportation aux années 50, la création de l'Internet à la fin du XXe siècle a facilité de nouveaux contrats, de nouveaux contacts et échanges entre les touristes noirs américains et les résidents de la communauté noire américaine. Beaucoup d'expatriés noirs américains, surtout les gens qui ont essayé de faire des échanges avec les touristes, avaient leur propre site web. On fait des publicités et on pouvait même appartenir à ces sociétés des expatriés noirs américains sans quitter les États-Unis, enfin. Et c'est intéressant parce que c'était avant tout l'ouvrage des femmes noires qui ont créé des sociétés comme ça. Voilà une femme qui s'appelle Julia Brown, qui a créé le premier tour organisé des Noirs américains à Paris. Voilà un tour qu'elle conduit dans les rues de Paris. Et maintenant, il y a au moins 3 compagnies de tourisme noirs américains installées à Paris qui ont organisé des tours pour les Noirs américains. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les musées, bien sûr. On va voir des autres sites de ville. On va voir des maisons de la mode, absolument, et maisons de parfum. Mais on voit aussi des sites d'histoire noire américaine. Voilà un livre fait par une femme, Monique Wells, un livre de parcours parisien pour les Noirs américains. Des randonnées de Paris noir américain. Et la voilà, Monique Wells, à côté avec un romancier noir américain qui habite à Paris, Jake Lamar, qui a écrit beaucoup de livres, y compris des livres sur sa vie parisienne. Mais Monique Wells et des autres femmes comme ça, Julia Brown, peuvent se maintenir à Paris, peuvent vivre à Paris grâce à leurs affaires, grâce à l'argent qu'ils reçoivent des touristes noirs américains qui paient pour être guidés dans la ville française. Ils cherchent aussi les monuments de l'histoire noire américaine. Voilà le groupe de touristes noirs américains dans la place Josephine Baker. Il y a beaucoup de... Josephine Baker reste un grand symbole pour les femmes noires. Il y a beaucoup de femmes qui rêvent toujours d'être le prochain Josephine Baker, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes. Mais elles sont venues pour saluer cette présence qui est, à leur avis, leur propre présence à Paris, leur propre histoire à Paris. Ils ont visité aussi le plaque qui était installé sur le meuble où Richard Wright a habité. Et la création de ce plaque était grâce à un mouvement organisé par les expatriés nord-américains pour rappeler, pour graver la présence de Noirs américains, autres Noirs américains dans le paysage parisien, enfin. Et c'est un lieu de pèlerinage, enfin, des touristes noirs américains aujourd'hui. Mais ce ne sont pas seulement des sites de Noirs américains. Ça, c'est un tableau très célèbre dans la place de la Contrescarpe, qui date, je crois, du XVIIIe siècle, d'un serveur noir et une femme blanche. Il s'appelle Au Nègre Joyeux. Et lui aussi est devenu un site d'intérêt pour les Noirs américains. Tous les sites, y compris le buste noir qui se trouve là, ici, à l'entrée du Petit Palais, ce sont très intéressants pour les touristes noirs américains parce qu'ils montrent que, bien que ce soit africain, antillais, américain, il y a une présence noire à Paris qui n'est pas tellement récente, mais qui remonte à des siècles, que la vie noire américaine était bien ancrée dans la vie française.
de temps en temps, il y a un peu de difficulté de distinguer pour les touristes noirs américains entre la présence noire américaine et la présence noire française en général. Pour beaucoup de gens, c'est la même chose, c'est la présence noire culturelle dans le paysage français. Alors, je veux terminer mon discours avec une discussion d'un livre qui vient d'être traduit en français. C'est un livre, Une colère noire, Lettre à mon fils, de Ta-Nehisi Coates, qui a été publié l'année dernière aux États-Unis, qui a été rendu un grand succès, très important. Il s'appelle Between the World and Me, c'est le titre original. Et c'est un livre écrit par un écrivain journaliste américain qui avait auparavant écrit un article très important qui s'appelait le cas pour réparation pour l'esclavage. Mais il a écrit ce livre dans le contexte des meurtres policiers des jeunes noirs, et il a écrit à son fils, qui avait 15 ans à l'époque, Samore, pour l'expliquer le monde que son fils était en train d'hériter, pour expliquer la position des Noirs, des hommes noirs, dans la société américaine, à son fils qui était en train de devenir un homme noir, un homme. Et il a décrit son expérience avec un copain, un ami de l'université qui était lui-même assassiné par les gendarmes à la ville de Baltimore, là où il vient. Il y a une certaine année, sa femme a fait un voyage à Paris. Elle a été retournée éblouie par la ville. Elle aimait beaucoup Paris, surtout les portes de Paris. Elle était fascinée par les portes de plusieurs couleurs dans les immeubles parisiens. Alors, l'année dernière, Ta-Nehisi Coates a décidé à quitter les États-Unis pour s'installer en France. Le voilà avec un entretien avec l'Arc de Triomphe en arrière. Il habite actuellement à Paris. Et il était, une fois, un journaliste lui a demandé dans un entretien, mais pourquoi tu as décidé de t'installer à Paris? Et sa réponse était très intéressante parce qu'il n'était pas sûr du tout. D'une part, on a dit qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent le nouveau James Baldwin, par exemple. Il a dit que James Baldwin, il fallait s'installer à Paris. Il fallait quitter les États-Unis. Mais aussi, c'était un cadeau pour son fils, avant tout. Son fils, c'est intéressant, il porte le prénom Samore. C'est le nom d'un ancien résistant africain contre le colonialisme français. Il disait que bien que je t'ai nommé, je t'ai donné un nom d'un homme qui a lutté toute sa vie contre les Français, c'est très important pour toi d'éprouver la vie en France. Pour éprouver la vie dans une société que vous n'êtes pas un cible, un cible de violence policière, que vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau de racisme américain envers les Noirs. Je sais bien qu'il existe le racisme en France, il y a des problèmes en France, mais ne sont pas nos problèmes. Et ça, c'est les différences. Si je peux citer, souviens-toi, comme tu étais ravi de voir le Saint-Germain-des-Prés, de voir toute la civilisation française, c'était ce regard qui était la plus importante chose dans ma vie. Je vis pour un regard comme ça, un regard sans peur, un regard de fascination, un regard innocent qui est impossible pour les Noirs aux États-Unis. Alors, pour moi, ça c'est actuel. C'était écrit l'année dernière. Et maintenant, elle habite en France. C'est intéressant parce que pour moi, ça indique que bien que beaucoup de choses ont changé dans la vie américaine, dans la vie pour les Noirs américains, il y a toujours ce désir de trouver un chez-soi qui n'est pas aux États-Unis. Il y a toujours cette idée que chez nous n'est pas chez nous, enfin. On ne peut pas être à l'aise vraiment aux États-Unis. Il faut échapper, même si on connaît qu'il n'y a pas de paradis antiraciste en France. Il y a au moins un refuge du racisme américain qui existe à Paris.
Alors ça c'est le rêve de Ta-Nehisi Coates pour son fils. Mais je peux vous dire, comme père moi-même, les rêves des pères pour leurs fils ne sont pas toujours les rêves des fils eux-mêmes. Et je vais vous montrer un dernier photo. C'est une photo de mon propre fils. Premier essai des escargots à Paris. C'était son idée. Il a mangé 3, enfin. Mais je veux terminer avec son photo parce qu'il faut aborder les questions qu'est-ce qu'on a trouvé vraiment à Paris, les touristes nord-américains? On a trouvé plusieurs choses. Il y avait parfois des réactions ambivalentes, par exemple. On n'était pas toujours certain de ce qu'on a trouvé. Il y avait des réactions contre, comme chez tous les Américains, des toilettes françaises sont incroyables. Mais on a trouvé aussi une possibilité d'acceptance, une possibilité d'accord, une possibilité d'une vie sans racisme qui était très attirante, et aussi une histoire noire-américaine, une histoire de cette recherche pour la possibilité antiraciste, qui reste toujours très important pour les Noirs américains et les amène toujours de visiter à Paris. Alors, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence et pour si riche de votre connaissance de l'histoire de Paris, de l'histoire noire et de votre expérience de touriste. Donc je pense que voilà, tout le monde aura apprécié cette conférence et je vous invite maintenant à poser des questions comme d'habitude, toujours dans le micro, de façon à ce qu'on puisse bien les garder enregistrées. Merci. Je crois qu'il y a quelques aviateurs noirs qui se sont engagés pendant la guerre de 14, enfin en 17, parce qu'ils n'avaient pas accès aux États-Unis. Et je voulais savoir si ça a dû retomber dans une communauté plutôt scientifique, parce que là, vous avez beaucoup parlé d'écrivains, d'artistes. Oui. Ah oui, c'est une très bonne question. Il y avait un exemple, il y avait un type qui s'appelait Eugene Bullard, qui est venu en France avant que la déclaration de guerre américaine en 1917. Il est venu en France en 1914 pour devenir pilote, enfin. Il est venu en France en tant que boxeur, par exemple. Il était en Angleterre. Il avait quitté les États-Unis pour aller en Angleterre pour devenir boxeur. Et puis, il est venu en France en 14, je crois, 1914, pour devenir pilote. Bien qu'il avait de l'expérience comme pilote, quand les Américains ont rentré dans la guerre, ils n'étaient pas acceptés dans l'armée américaine, l'armée de l'air américaine, parce qu'il était noir. C'est interdit aux Noirs d'être des pilotes. Il y a une autre histoire d'une femme, la première femme aviatrice noire, Bessie Coleman, qui est venue en France à la fin de la Première Guerre mondiale pour s'entraîner pour devenir pilote. Et elle est revenue aux États-Unis. Mais l'idée d'une femme noire pilote était d'autant plus inacceptable à l'époque qu'elle était très difficile pour lui à trouver du travail. Mais Eugene Bullard, il est devenu pilote, mais après ça, il est resté en France. Il a fondé une boîte de nuit à Montmartre. Il a fait une grande réussite. Il était un pilier de la communauté noire américaine à Montmartre dans les années 20 et 30. Et puis, il a quitté la France juste avant les armées allemandes en 1940. Oui, une curiosité. Paris, oui, et Londres, oui. Pour les Américains noirs. OK. Ça, c'est une question intéressante. Une raison pour laquelle on a assisté à l'établissement d'une communauté de musiciens noirs américains à Paris et pas à Londres, c'était que les lois anglaises contre les musiciens étrangers étaient beaucoup plus strictes qu'en France. C'était beaucoup moins de possibilités de s'installer à Londres à l'époque qu'à Paris. Mais aussi, il y avait d'autres différences. Une attraction pour les Noirs américains pour Paris, c'était précisément le fait que c'était une ville beaucoup plus étrangère que Londres. Pour beaucoup de Noirs américains, Londres, c'était trop pareil aux États-Unis, par exemple. Raciste comme les villes américaines. Tandis que Paris, c'était beaucoup plus différent. C'était leur vie, au moins.
comment les Noirs américains ont réagi? Par exemple, est-ce qu'il y a un écho des élections françaises quand les partis d'extrême droite, les partis racistes en France font des scores élevés, par exemple en 2002? Est-ce que ça a un retentissement particulier? Et est-ce que comment ça détruit cette image d'une ville? Oui, bien sûr, ça existe. Ça a été vite remarqué, mais nous avons nos propres problèmes. Actuellement, avec Donald Trump. Alors, pas beaucoup de comparaisons à faire, mais quand même, il y a une grande peur, n'est-ce pas? Mais c'est dingue pour beaucoup des Américains noirs qui ont cru que la France est un pays antiraciste, de voir la montée de racisme en France. Mais c'est intéressant parce que je me rappelle une fois, il y a longtemps, j'étais dans un café et je parlais avec une femme française, un homme français. Il a dit qu'il était très raciste contre les Arabes, mais il a dit que, mais toi, tu es noir américain, tu es civilisé, n'est-ce pas? Oui, merci pour votre conférence. Votre conclusion en tant que Parisienne m'a un peu interrogée. Et je pensais que l'élection d'Obama avait été une étape et que cette vision était plus l'état de la personne noire que de la réalité blanche, puisqu'il a été élu. Donc voilà, c'était une question. Mais c'est une grande question, n'est-ce pas? Parce que l'élection d'Obama était un événement absolument clé pour les Noirs américains. L'idée de voir un président noir, c'était l'arrivée de deuxième arrivée du Christ, n'est-ce pas? C'était comme ça, absolument. Oui, mais après ça, il y avait beaucoup d'autres indications que le racisme n'est point fini aux États-Unis. Il est toujours possible d'être tué parce qu'on est noir dans les rues des grandes villes américaines, par les gendarmes, par la police. Il y a toujours des écarts économiques entre les noirs et blancs. La grande crise qui a commencé en 2008, la grande crise économique, a détruit une grande partie de la classe moyenne noire parce que l'effondrement des valeurs des logements et la propriété privée est très, très important aux États-Unis pour la classe moyenne. Valeur immobilière, c'était un grand choc pour la population noire, jusqu'au point qu'on peut dire que maintenant l'écart de richesse entre noirs et blancs aux États-Unis est beaucoup plus grand qu'il y avait une décennie, par exemple, à cause de cette crise. Alors, de toute façon, on se rend compte du fait que, bien, on peut avoir un président noir, même dans une société qui n'est pas antiraciste, qui a toujours des problèmes raciaux. Et pour les Noirs, Obama reste toujours très, très important, mais on peut dire au moins aussi que le phénomène Obama a montré, a donné une lumière sur la persistance et la profondeur du racisme dans la société américaine. Vous n'avez absolument pas mentionné les artistes noirs, les peintres. En particulier, je pense à tous les artistes qui, venus de Harlem en naissance ou de Chicago, ont vécu longuement à Paris, ont souvent représenté Paris. Je pense à Archibald Motley, qui a peint le Jockey Club, à Ron Douglas, à Lois Mailou Jones, à Palmer Hayden. C'est une chose qui est très très ignorée des Français, parce que les Français ont vu les musiciens, ont vu Joséphine Baker, ont vu les écrivains, mais ils ont totalement ignoré la présence des artistes noirs américains qui ont vécu en France avant la guerre et aussi après la guerre. Par exemple, Monique Wells, que vous avez citée, elle a juste organisé à Rideau une exposition de Beaufort-de-Lany. Elle a trouvé 40 tableaux dans les collections françaises de Beaufort-de-Lany. Et donc, je crois que c'est fermé malheureusement maintenant. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Mais j'imagine que c'est le temps qui vous a manqué pour ne pas mentionner tout cet aspect de cette histoire. En tout cas, je crois que ce serait amusant pour les Français de découvrir toutes ces représentations de Paris. J'étais à Howard il y a quelque temps et derrière le bureau de la directrice du département d'art visuel, il y avait un tableau de Lois Mailou Jones représentant une vue de quai de la Seine. Et il y a beaucoup d'œuvres de cette nature qui ne sont pas du tout connues ici. Ah oui, bien sûr, c'est un autre aspect de l'histoire des Noirs américains à Paris qui est très important. C'est intéressant parce que, surtout dans les entre-deux-guerres, c'était très important pour les Noirs américains à venir à Paris pour avoir la réputation d'avoir étudié à Paris. Parce qu'à l'époque,
les grandes galeries de l'art et les grands musées américains étaient fermés aux Noirs, aux artistes noirs. Et c'était seulement la seule possibilité d'y être exhibité, c'était si on pouvait dire que moi j'avais étudié à Paris, au Centre de l'Art mondial, et j'ai une réputation qui est assez bonne pour les Français, alors c'est bon pour vous aussi. C'était le très privilégié, très parisien d'avoir étudié à Paris, qui était très important. Mais c'est intéressant parce qu'aussi il y avait d'autres artistes. Il y avait Henry Ossawa Tanner, qui était le premier grand peintre noir américain qui avait habité à Paris pour très longtemps. Mais c'était... Comment? Il est enterré en France. Oui, je sais. Ses descendants. Oui. Il y a même un de ses descendants qui était maire jusqu'à peu. Oui, c'est son petit-fils, n'est-ce pas? Oui. Oui, alors il a établi une grande tradition. Et dans les années 20, il y avait une sorte de pèlerinage pour les artistes noirs américains de visiter Henry Ossawa Tanner, de faire sa connaissance. Mais c'était aussi intéressant parce qu'aux années 20 et aux années 30, l'école de Paris dominait le monde de l'art. Et pour beaucoup de gens, les artistes américains en général n'étaient pas tellement acceptés parce que c'était des Américains. Ils ne savaient rien de l'art moderne. Et ça a changé avec les années 40, avec le changement de centre de l'art moderne de Paris à New York, par exemple. Mais c'était aussi une question de possibilité des artistes noirs américains de se faire connus à Paris à l'époque, qui n'était pas toujours facile, je crois. Beaufort de l'année, par exemple, était très très malheureux. Oui. Tout le monde le connaissait, mais il n'avait absolument aucun argent. Il était presque comme un clochard. Oui. Et c'est Monique Wells qui a retrouvé sa tombe et qui a fait installer une pierre tombale et a fait qu'elle est maintenant placée tombe d'artiste par le gouvernement français. Oui. Je reprends ma première question là, sur les scientifiques. Là. Enfin, je pense qu'effectivement, aux États-Unis, ils ne devaient pas avoir trop accès aux universités, mais enfin, est-ce qu'il y a eu quand même des scientifiques, des chercheurs, des médecins, enfin... Des noirs scientifiques, par exemple? Oui, ça existe, mais ils sont très ignorés, par exemple, souvent. Et c'est une question actuelle très importante parce qu'à cause de la croissance de l'industrie informatique, c'est une industrie souvent très ségrégée. Il y a très peu de Noirs dans l'industrie informatique aux États-Unis. Oui, et c'est un grand problème parce que c'est une grande source de recherche aux États-Unis maintenant. Et c'est à cause de cela aussi qu'il y a un clivage grandissant entre les fortunes des Noirs et des Blancs aux États-Unis. C'est très difficile pour les jeunes Noirs de trouver des positions à Silicon Valley, par exemple. Très, très difficile. Pour les femmes aussi, mais aussi. Oui, peut-être c'est célèbre pour ça, mais quand même, il y a des difficultés. En Californie, il y a des autres difficultés. Les difficultés de l'industrie du cinéma, par exemple. Le mouvement qui est Oscar So White, par exemple. Pas d'autres questions? Donc, il me reste à vous remercier encore une fois pour cette conférence et pour votre venue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs.